On va revenir sur la situation au Proche-Orient avec l'invité du 23h Info, Younes Belfella. Bonsoir. Bonsoir. Enseignant-chercheur à Paris 8 et directeur du groupe de réflexion MedFocus. On va revenir sur la libération des otages, 13 otages, normalement libérés demain après-midi, et la trêve aussi demain matin. Tout ça a été repoussé, c'était prévu pour aujourd'hui normalement. Ça a pris du retard. Pourquoi? Quelque chose bloquait? Je crois que le diable est dans les détails, donc forcément, l'accord cadre qui était signé par une grande pression américaine, parce qu'il faut rappeler ça, et je crois que les États-Unis d'Amérique ils ont joué un rôle décisif là-dessus, ce qui fait qu'il fallait à certains moments voir un petit peu les détails logistiques pour la réalisation de cet accord, soit en termes de la présentation des otages et leur passage vers Israël, du fait qu'ils seront donnés aux services de renseignement d'après le communiqué du ministère des Affaires étrangères du Qatar. Et deuxièmement, vous avez la question de la trêve et comment elle sera organisée. Donc forcément, les États-Unis, à travers je peux dire, la plateforme du Qatar, qui représente en quelque sorte un rôle américain dans la région, ils ont pu bien évidemment signer un accord cadre qui est très intéressant pour la question de libération des otages. Je crois qu'il y a un effort diplomatique important, puisque ce qu'on peut dire sur cet aspect, c'est qu'on a gagné beaucoup de temps. Si on a gardé seulement la négociation entre Israël et le Hamas, ça aurait été vraiment comme le cas de Gilad Shalit, ça veut dire ça peut prendre des années Mais de ils ne se parlent négociation. pas directement, vraiment, de Il y toute a- il y a- façon, C'est déjà. c'est sûr, mais ce qui a, je crois, rajouté un élément positif par rapport à cette question, le fait qu'il y ait des étrangers, voire des binationaux, ça a mobilisé la communauté internationale et principalement les pays de l'Occident. Donc les États-Unis, comme la France, comme l'Allemagne, on a vu des déplacements dans la région. Par exemple, la France, il y avait trois déplacements du ministère du président, la ministre des Affaires étrangères et le ministre des Armées. Et donc forcément, il y avait une mobilisation diplomatique très très forte là-dessus qui a en quelque sorte produit un espace pour une certaine négociation, surtout que cette négociation, elle était quand même une pression importante sur Israël. Parce que moi, je trouve que la stratégie militaire d'Israël, une fois qu'ils ont annoncé les Israéliens l'offensive dans la bande de Gaza, pour moi, c'était vraiment le fait de faire le deuil des otages et ils n'étaient pas intéressés par cette question. On se rappelle des déclarations, on va faire retourner les otages à la maison. Bah, les otages sont retournés, ils vont retourner à la maison, mais par l'aspect politique plutôt que par l'aspect militaire. Et donc ça va vraiment ouvrir d'autres scénarios de la guerre. C'est-à-dire parce que pour moi, la guerre, elle va pas se terminer par cette trêve de 4 jours. Certes, il y aura une deuxième round, on va dire un deuxième round de libération des otages, c'est aussi prévu. Mais les scénarios de la guerre aujourd'hui sont multiples. On est sur un scénario d'escalade forte de la part d'Israël vis-à-vis du Hamas. Le Hamas qui va profiter bien évidemment Mais alors là, de la justement, trêve. Ouais. concrètement, trêve de 4 jours, vous disiez le Hamas va en profiter sans doute pour se réorganiser. Au moins sur le plan logistique, ouais. Et donc après ces 4 jours, rebelote d'une certaine façon, on repart dans le dur de la guerre, comme ça a pu l'être jusqu'à d'ailleurs ce matin. Ça va pas être avec la même tendance, mais je Il y a un crois avant-après quand même? il y a quand même un avant et après dans des changements d'abord de tactique au niveau militaire et en même temps, c'est aussi en termes de ciblage. Parce que là, on sait parfaitement qu'il y en a encore d'autres otages dans la bande de Gaza. Donc l'hypothèse, elle est confirmée pour l'armée israélienne. En même temps, jusqu'aujourd'hui, il y a pas vraiment un succès de la part des Israéliens par rapport à ce qui se passe. Ils n'ont pas, par exemple, neutralisé un dirigeant du Hamas qui est extrêmement fort, ou ils n'ont pas vraiment réussi à détruire, on va dire, la colonne vertébrale du Hamas dans la bande de Gaza. Donc ils Sachant sont bien que obligés d'accepter cette trêve et cet accord. Exactement. Et d'un autre point de vue, je trouve que quand même le Hamas a gagné politiquement. Et ça, c'est un élément qui est très intéressant parce qu'elle a gagné d'abord le 7 octobre qui a représenté en quelque sorte un fonds de commerce pour le Hamas qui va bien le jouer, l'exploiter dans la cause palestinienne. Et en même temps, le Hamas s'impose en tant qu'acteur palestinien principal qui arrive à négocier avec les États-Unis, c'est vrai indirectement à travers le Qatar, mais négocie, se positionne. Et donc forcément, certes, c'est possible qu'il n'y aura pas d'avenir pour le Hamas au niveau militaire, mais le Mais au niveau Hamas, la branche politique, politique, je trouve que à travers les autres partenaires du Hamas dans la bande de Gaza, le djihad islamique, les milices de Azad el-Qassam et d'autres partis politiques, elle peut arriver à la faire branche un politique, retour pardon, politique qui est au Qatar. qui est au Qatar, bien évidemment,
et qui peut bien évidemment jouer un rôle sur la diaspora palestinienne. Il a une influence aussi sur la Mais Cisjordanie. justement, parce qu'on ne l'a pas évoqué avec vous, mais on l'a évoqué un petit peu plus tôt tout à l'heure, il y a aussi des prisonniers palestiniens qui vont être libérés, et grâce au Hamas, d'une certaine façon. Donc, ça va les légitimer Clairement. dans la bande de Gaza et peut-être même en Cisjordanie. C'est surtout en Cisjordanie que je trouve qu'il y a quand même une popularité du Hamas qui ne cesse pas d'augmenter. D'abord parce qu'on a une autorité palestinienne qui est en faillite complète et en même temps, on a le Hamas qui parle des Palestiniens, qui arrive en fin de compte à montrer une chose très intéressante. Le Hamas, elle a dévoilé que pour les Palestiniens, elle a dévoilé que les accords d'Oslo, c'était un échec et un fiasco total et que le fait de négocier avec les Israéliens, ça ne marche pas. Et c'est que à travers ce genre de mouvement, ce genre d'attaque... C'était d'ailleurs ce que voulait le Hamas, qui existait déjà à l'époque, avait fait pas mal d'attentats à ce moment-là pour montrer que ces accords ne tiendraient pas. Donc ils ont aussi une part de responsabilité dans l'échec. Ils sont toujours dans la des même accords lignée d'Oslo. de ce qu'ils appellent entre guillemets la résistance. Et donc sur cette lignée de résistance, ils montrent au peuple palestinien que c'est le Hamas qui peut bien évidemment vous défendre et bien évidemment vous imposer une nouvelle configuration politique. Quand on voit aujourd'hui qu'effectivement, vous le disiez, les dirigeants du Qatar, les plus grands dirigeants de la branche politique, du Hamas sont au Qatar, pourquoi Israël, c'est une question qu'on peut se poser, puisqu'elle négocie avec eux, ne demande pas au Qatar de lui livrer les dirigeants du Hamas, alors qu'elle dit vouloir les tuer dans la bande de Gaza? Ça peut nous paraître surprenant. Oui, c'est une question très intéressante, parce que même Israël sait parfaitement qu'à certains moments, elle aura besoin d'une manière ou d'une autre du Hamas. Pour la dissuasion, pour la division de la part des parties palestiniennes. Le Hamas, il était à certains moments l'idée utile d'Israël, je dirais dans les années précédentes. Mais ce qui a changé la donne, c'est que c'est vrai que ce monstre, pour les Israéliens, le Hamas, il était grandi, et il était fourni par beaucoup d'argent, beaucoup d'armement de la part d'ailleurs de l'Iran. Maintenant, certes, c'est comme le cas des États-Unis avec les talibans. Les talibans sont restés au Qatar et en fin de compte, on arrivait à trouver une solution politique. Et donc, ce qui fait que ce qu'on peut vraiment avoir comme enseignement de cette guerre, c'est que ce qu'on peut faire par la politique, par la négociation, est plus efficace de ce qu'on peut faire par la guerre. Parce que là, aujourd'hui, sur le plan militaire, il n'y aura pas de gagnant. Tous les partis sont perdants, mais sur le plan politique, je peux dire que jusqu'aujourd'hui, c'est le Hamas qui gagne beaucoup de terrain. Pas les Palestiniens, mais c'est plutôt le Hamas. Puisqu'on parle de politique, la pression va rester très forte sur les épaules de Netanyahou dans les prochains jours, parce que finalement, demain, et si c'est le cas, il n'y aura que 13 otages libérés. Il y en a 240 au total. Et la pression va encore augmenter au fil du temps, parce que là, on est sur une guerre quand même d'usure. C'est-à-dire le timing, il est très important. Le fait de rester dans une guerre avec un coût économique très élevé, avec une mobilisation des réservistes, donc l'économie, même en termes de main-d'œuvre, il est vraiment largement touché. Avec la tension, la pression sur la question des otages, les victimes civiles, voire même aussi militaires, ça va bien évidemment faire beaucoup de pression sur ce gouvernement. Je peux dire aujourd'hui que le cas du gouvernement israélien, c'est qu'il n'y a plus de gouvernement. C'est un cabinet de guerre, en fin de compte. Il fait des déclarations de guerre. Il fait que de la communication aujourd'hui, Netanyahou. Il n'a pas un rôle de planification, d'exécution, si je peux parler de gouvernement. Mais certes, il y aura une crise politique par la suite, en termes de reddition des comptes, et voire même par la suite de comment les Israéliens vont réussir à redynamiser en quelque sorte le pays qui était déjà divisé entre laïcs et religieux, entre la gauche et l'extrême droite surtout. Et là aujourd'hui, avec cet événement, donc il y aura beaucoup de choses à faire. Mais ce qui est sûr, c'est que une politique étrangère pour Israël est le point déterminant pour rassurer sur le plan de la politique interne. Et donc ça, c'est un élément qu'on doit prendre en considération, parce que je trouve que même les accords d'Abraham, les normalisations de paix, voire même les relations d'Israël avec certains pays de la région comme la Turquie, tout ça, ça va être bien évidemment impacté sur les prochains mois, voire les prochaines années, pour avoir une nouvelle configuration de la région. Et je crois que les États-Unis, c'est le seul pays actuellement qui peut bien évidemment pousser vers ce genre de changement dans l'étape passif. Merci beaucoup, Younes Belfella, Je vous en prie. d'avoir été notre invité ce soir.